je suis quand même pas en informatique depuis un bon bout de temps. Ça fait 15 ans que je fais de la programmation en C, puis récemment quand même, je me suis attaqué au stack smashing grâce à Martin qui m'a fait découvrir un wargame qui est assez intéressant. C'est un wargame de IO, c'est sur Smash the Stack, puis smashthestack.org dans le fond, puis là-dessus on a fait plein de levels, j'ai appris vraiment à travers de ça, puis je vais essayer de faire partager un peu c'est quoi le buffer overflow, puis comment on exploite ça. Donc, pourquoi s'intéresser au buffer overflow? Tout le monde connaît ça pas mal, c'est quoi un buffer overflow, mais de quelle façon on va exploiter ça? Ça, c'est pas tout le monde qui le sait. Juste par curiosité, qui a déjà, dans la pièce, exploité un buffer overflow? OK, vous êtes quand même quelques-uns, puis je peux vous demander quel vous faites ça. Ouais. Donc, fait que, sérieusement, buffer overflow, dans le fond, on va voir pas mal en détail comment on fait pour exploiter ça. Je vais vous expliquer c'est quoi les étapes à suivre pour réussir à exploiter ça. Mais sans juste vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, je vais essayer de vous rentrer. Sans juste vous dire quoi faire pour réussir à exploiter, je vais essayer de vous donner comme de la théorie, parce que c'est bien beau de faire quelque chose, mais si on ne comprend pas exactement ce qu'on fait, ben, l'intérêt est pas mal moins là. Fait que je vais vous donner, c'est sûr, peut-être un peu de théorie en assembleur, mais à peine, vraiment, on va l'effleurer parce que je vais faire une présentation sur l'assembleur. On va parler de la mémoire, mais je n'entrerai pas dans tous les détails parce qu'on pourrait en parler plus longtemps que je vais en parler. Mais en gros, on va aborder plusieurs sujets pendant cette présentation. Donc, c'est quoi un buffer overflow? Il y a plusieurs noms, buffer overrun, buffer overflow, et en français, on va dire un dépassement de tampon. Je pense qu'on va se contenter de l'expression buffer overflow pour la présentation actuelle. Fait que, c'est quoi un buffer overflow? Dans le fond, souvent c'est en C que ça va être exploité, parce que les autres langages comme Python, VB.NET, il y a plein de langages dans lesquels il y a des boundary checks qui sont faits, mais en C, c'est vraiment la responsabilité du programmeur de s'assurer que tu ne vas pas dépasser finalement le buffer. Comme par exemple, si j'ai une variable qui peut contenir 16 caractères, et j'utilise une fonction comme stringcopy, strcpy, si je dépasse si je dis que j'essaie d'inscrire 25 caractères alors que la variable est supposée en contenir 16, ben, je vais tout simplement le dépasser sur un autre espace mémoire, puis ça peut l'aider à des unexpected behavior, ça peut l'aider à un crash du programme, puis ça peut surtout l'aider à une exploitation, donc injection de shellcode, et c'est ce qu'on va aborder. Oui? Ouais, excuse-moi, c'est quoi le site que tu avais dit, là? Smashthestack.org. S-M-A-S-H-T-H-E-S-T-A-C-K. Donc, Smashthestack.org. Si vous avez des questions à n'importe quel moment par la présentation, comme il vient de faire, ou sur ce que je viens de dire, ou si vous avez des détails additionnels à apporter, sérieusement, vous ne gênez pas. Des fois, je vais effleurer un sujet, si vous pensez que vous avez quoi de pertinent à dire là-dessus, sérieusement, vous ne gênez pas, ça me fait plaisir de céder la parole là-dessus. C'est pas juste... parce que oui, je vais parler beaucoup, c'est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus, mais j'aimerais ça aussi, si ça tente de partager aussi, vous gênez pas. Donc, il y a des fonctions vulnérables en C. Il n'y a pas uniquement ces fonctions-là, mais ça, c'est un exemple de fonctions qui vont être vulnérables. strcpy, strcat, sprintf, sprintf, get. Toutes ces fonctions-là, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils vont autoriser un certain nombre de caractères, un nombre dans le fond de caractères, mais sans vérifier que la variable, sans vérifier finalement le nombre de caractères qui va être inscrit là-dedans. C'est vraiment facile de dépasser, mais ce n'est pas les seuls. Il y a un paquet de façons de faire un buffer overflow dans votre programme, mais ces fonctions-là en particulier, si elles sont utilisées, ça peut souvent l'aider à des buffer overflow. Mais ça dépend de comment elles sont utilisées. Par exemple, ici, dans le très petit code que vous avez là, j'ai déclaré une variable buff qui contient 4 caractères, c'est-à-dire 3 caractères en plus du null terminating character qui est l'ASCII 0. Donc, si je fais strcpy buff, ça veut dire que je vais inscrire à l'adresse de buff, je vais inscrire finalement 9 caractères plus le 0. Donc ABCD, ABCD, plus l'espace, plus le 0 à la fin. Je vais clairement dépasser l'espace mémoire qui est alloué. Donc je vais écrire ailleurs la mémoire, mais ce qu'on va voir très bientôt, ça va être tout ce qu'on va écrire, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement exploiter ça à notre avantage. Donc il y a d'autres fonctions qui sont vulnérables, comme toutes celles de la famille printf, mais pour printf, ça va dépendre de comment c'est utilisé. Comme par exemple, si j'ai mis un peu de couleur à cet endroit-là,
Ici, si j'utilise printf buff pour écrire la variable, ici, dans le fond, ce que le programme fait, j'ai déclaré une fonction qui va contenir 8 caractères. Fguess, dans le fond, ça va stocker dans l'adresse de buff avec le 16 qui est défini. Il n'y a, pas de vulnérabilité juste dans la ligne qui est là. Ça, c'est bien fait, le fguess. C'est pas juste un guess, c'est un fguess, c'est correct. Puis je vais regarder dans le fond STDM, c'est pour le clavier. Fait que je vais attendre un certain nombre de caractères. Fait que ça va être correct. Fait que je vais taper sur mon clavier, mettons un certain nombre de caractères. Bon, j'en tape 10. Ils vont en placer 8 maximum dans mon buff ici. Puis le dernier va s'assurer que ça va être le not terminating character. Mais la vulnérabilité qui va être là, ça va être d'utiliser printf buff plutôt que d'utiliser printf avec le pourcentage S buff. Si je ne place pas ce pourcentage SE qui va indiquer que c'est une string, ben là, ça va l'aider à des procès d'exploitation pour être capable d'écrire dans la mémoire si moi, dans le fond, je décide d'inscrire de quoi. Ben, c'est sûr qu'avec un buffer de 8, c'est un peu trop petit pour. Ça va être un peu petit, mais oui, je t'écoute. Le bouton rouge sur la manette, c'est le pointeur du laser qui doit passer placé. Ah, ok, merci. Parfait, mais ça veut dire que si je check, par exemple, ça va paraître. C'est pour éviter les allers-retours. C'est ça le trick. C'est ça. Merci, je prends des notes là-dessus. Parfait. Fait que, bon. Donc, pour la suite, on va parler de la mémoire. Ça va être la partie qui va être quand même très pertinente pour. La partie qui va être très pertinente à comprendre finalement pour savoir comment on va exploiter un buffer overflow. Donc, la mémoire, principalement, quand on va exécuter un programme, il va y avoir la stack et la heap. Je ne sais pas si on dit la heap ou le heap, en tout cas, je vais dire la heap dans le cas présent. Stack heap, physiquement, ça, c'est la même affaire. Je ne détaillerai pas tant que ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis que c'est physiquement la même chose, c'est que, mettons, sur une carte mémoire, physiquement, la même partie de la mémoire peut être utilisée soit pour la stack, soit pour la heap. Dépendant du roulement du programme, ça, c'est pas un problème. Jusqu'au moment où le programme va être starté, la stack va avoir ses adresses, la heap va avoir ses adresses, mais les deux ne seront pas mélangés ensemble. Donc, sur la stack, une fonction en appelle souvent une autre, qui, elle, va en appeler une autre. L'exécution de toutes ces fonctions est suspendue jusqu'à ce que la toute dernière est terminée. L'information nécessaire pour appeler des fonctions et résumer l'exécution des fonctions est stockée sur la stack. Les variables lesquelles ils sont stockées aussi. Il y a d'autres choses de stocker que ça. Mais principalement, ça, c'est la partie qui va nous intéresser pour l'exploitation qu'on va faire bientôt. Sur la heap, il va y avoir les variables globales, il va y avoir autre chose aussi. Par exemple, si j'utilise malloc new pour allouer dynamiquement de la mémoire, ça va être stocké sur la heap. Et ce qui va nous intéresser ici, dans le cadre de cette présentation-là, c'est un stack buffer overflow. Je vais vraiment me concentrer sur la stack dans le cas présent. Donc, une convention pour appeler des fonctions. Cette convention-là, en C, il peut y avoir différentes conventions, mais en C, ça se fait toujours de la même façon. Donc, la convention, je vais vous l'expliquer dans un instant, mais avant, je vais vous donner des petites notions de base par rapport au registre de CPU. Je n'entrerai pas dans tous les détails. Je vais parler principalement de EBP et ESP, qui sont les stack pointers et les base pointers. Donc, si je parle de la mémoire de la stack, ici, la mémoire de la stack, je vais avoir mes petites adresses qui vont être situées en haut. Je vais avoir mes grosses adresses qui vont être situées en bas. C'est-à-dire, si mettons l'adresse 0, ça serait l'adresse, mettons, 1 million. Donc, les adresses vont grossir comme c'est marqué ici avec la petite flèche. Mais la stack, elle va grossir par le haut. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais ajouter quelque chose sur la stack, je vais l'empiler, en français, on appelle ça la pile. Je vais empiler quelque chose par-dessus sur le top de la stack. À chaque fois que je vais empiler quelque chose de nouveau, le stack pointer va pointer vers cette nouvelle chose que je vais ajouter sur la stack. Donc, le stack pointer ici pointe toujours vers le top de la stack. Le base pointer, lui, va pointer vers le bas de la stack. Mais quand on va appeler des fonctions, ce qui va se passer, c'est que si j'appelle la fonction f à partir de, si j'ai du code, je pense que vous le voyez bien quand même, donc les couleurs sont peut-être mal choisies. Ici, dans ma fonction main, si j'appelle la fonction f, ben, l'exécution main va être suspendue. La fonction f va s'exécuter et ensuite je vais revenir à return 0 pour continuer l'exécution de ma fonction. Et comment ça va fonctionner au point de vue de la mémoire? C'est que la convention, de la façon qu'elle est faite, ça a été décidé de cette façon-là. Quand je vais vouloir appeler la fonction f, je vais m'organiser. Dans le fond, OK, je vais juste clarifier quelque chose. Mon main, mettons, qui est ici en bas. Okay? Mon main, il est là. Puis quand je vais décider d'appeler ma fonction f, je vais ajouter le paramètre 3 en premier sur ma stack.
stack. Fait que la commande push en assembleur, mais ça, j'ai pas besoin de me préoccuper de ça quand je lance. Mais ça va tout se faire quand même. Fait que mon paramètre 3 va être pushé sur la stack ici. J'y vais dans le désordre. En premier, je push mon paramètre 3, après ça mon paramètre 2, ensuite mon paramètre 1. Donc comme ceci, 3, 2, 1. Ensuite de ça, une fois que j'ai fait ça, j'ai le droit d'appeler ma fonction. J'appelle ma fonction f. Je vais faire un call vers cette fonction-là, ce qui va stocker ma return address sur la stack. En stockant ma return address sur la stack, dans le fond, la raison pour laquelle c'est fait ça, c'est que quand tu appelles une fonction, quand elle a terminé ici à return 0, c'est-à-dire qu'elle a terminé, comment elle fait pour savoir cette fonction-là, c'est où il faut qu'elle résume ses instructions, dans le fond, où c'est qu'elle va continuer, parce que la fonction f peut être appelée de n'importe où, elle peut être appelée de cette ligne de code-là. J'aurais pu marquer F1, 2, 3 à d'autres endroits, puis je peux l'appeler à plusieurs reprises. Mais comment elle fait pour savoir où résumer, c'est que quand je la casse, cette fonction-là, je vais venir placer sur la stack ici l'adresse de la prochaine instruction. Fait que la return address ici, c'est l'adresse de ma prochaine instruction de code ici, qui va être là. Donc, il y a d'autres choses qui vont être touchées sur la stack. Ensuite, c'est marqué save de DP, mais il va y avoir d'autres choses aussi qui vont être touchées sur la stack. Là, ensuite de ça, ça va être mes locales variables, comme ici, local var 1, local var 2, local var 3. Je vais réserver l'espace sur la stack ici pour ces variables-là. Puis mon base pointer va pointer ici. Mon stack pointer va pointer ici, temporairement pour l'exécution de cette fonction-là. Puis quand je vais terminer l'exécution de la fonction, il va avoir le stack pointer va à nouveau pointer vers ici. Puis le base pointer va être plus bas par rapport à toutes les variables de même que je n'ai pas illustrées ici sur ce dessin-là. Ben, je dis que j'ai illustré, mais c'est pas moi qui l'ai fait le dessin, je l'ai dit sur Internet. Quand veulent ça, par exemple, c'est marqué pour l'adapter au dessin. Donc, je continue. Fait que finalement, la return address, c'est à ça qu'on va vouloir s'attaquer. Et on va faire un buffer overflow. Parce que cette return address-là, une fois que la fonction a terminé son exécution, ça dit, cette return address-là, c'est la prochaine instruction que je vais vouloir exécuter, le prochain code que je vais vouloir exécuter sur la machine. Fait que si au lieu de pointer vers cette instruction-là ici, si je choisis l'adresse et que je la fais pointer vers un shellcode, un payload que je vais avoir préalablement placé en mémoire, bien, ça va faire en sorte que je vais être capable d'exécuter ce code-là moi-même. Ben, ça va s'exécuter. Comment je fais pour venir écraser cette variable de return address? Bien, ici, mes variables qui sont là. Mettons que j'ai local var 1 qui a 4 bytes. Fait qu'ici, si je dépasse là-dedans, local var 1, si je dépasse là-dedans, je vais écraser ça. Je vais écraser une coupe d'appart, puis finalement, je vais finir par écraser ma return address ici. Mon but, ça va être de l'écraser avec la valeur que je vais avoir choisie, c'est-à-dire l'adresse qui va contenir mon payload, mon shellcode. Puis quand la fonction va terminer, ça va exécuter mon payload et je vais avoir le résultat que je veux, dépendant de ce que mon payload c'est. Dans le cas présent, vu que c'est en local, le payload, ce qu'on va vouloir qu'il fasse, c'est nous dropper un shell. Jusqu'à là, y a-t-il des questions? Ça va. Si des questions, sérieusement, vous ne gênez pas. Si jamais vous êtes trop gêné pour le faire là, de toute façon, on va du temps tantôt. Je vais dire quand on sera en exercice, mais ça, c'est des formations professionnelles. Fait que tantôt, on va voir. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, en tout cas, je pense que c'était clair sur le site web. Tantôt, j'ai préparé certains levels avec l'aide de Martin qui a préparé une box aussi. Donc, on a préparé certains levels pour vous autres. Le premier level est extrêmement facile. Je vais dire, il n'est pas complexe, mais c'est sûr que vous allez taponner dessus. Ça ne sera pas facile dès le départ. On va se promener des rangées pour vous aider tantôt à réussir. Puis si vous avez des questions là, vous les posez. S'il y a quoi qui ne marche pas, vous ne comprenez pas pourquoi, vous le posez. Vous les posez, il n'y a pas de trouble. Donc, je continue. Donc, on ne peut pas parler de... Là, on parlait de return address. Ben, les adresses, c'est les nombres. Fait qu'on n'a pas le choix de parler de little endian et de big endian. Fait que dans le cas présent, on va travailler en little endian parce que le processeur qu'on utilise sur sa machine, c'est un Intel. Et Intel, c'est toujours little endian, mais la plupart des systèmes sur lesquels vous allez travailler, c'est presque toujours du little endian. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des exemples de big endian. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà travaillé sur des big endian? Moi, personnellement, ça a toujours été sur du little endian. Mais je sais que les processeurs IBM, c'est du big endian, puis il y en a d'autres aussi. Mais bon, je vous explique comment ça fonctionne. C'est la représentation des integers, l'indianaise, dans le fond. Les integers, c'est le processeur qui va... Ça va être la façon qu'ils vont être stockés en mémoire.
Donc, je vais prendre l'exemple du nombre 291. Si je l'écris en hexadécimal et que je le représente avec 32 bits, c'est-à-dire 4 bytes, bien ici en hexadécimal, ça va donner tous ces zéros-là avec 1, 2, 3 à la fin. Si je fais 16 fois 3 plus 2 fois 16 à la 2, plus 1 fois 16 à la 3, ça va me donner 291. C'est un peu comme ça qu'on fait le calcul dans une base, de la même façon que si j'écris 291 ici, c'est 1 fois 10 à la 0, plus 9 fois 10 à la 1, plus 2 fois 10 à la 2. C'est le principe que ça fonctionne, mais comme c'est en hexadécimal ici, la base c'est pas 10 comme ici, nous autres on sont en base 10, ici c'est base 16. Je ne fais pas un cours sur les bases ici. Mais pour l'InDNS ici, en Big Endian, c'est comme on est habitué de voir nos nombres. Little Endian, c'est comme vos processeurs vont les utiliser. Donc, ce qu'il faut faire pour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le processeur va les lire à l'envers. Mais ça va fonctionner par byte. Ça va fonctionner par bloc de 8 bits. Fait que dans 32 bits, on a 4 blocs de 8 bits. Fait ici, mes 8 bits, c'est représenté en hexadécimal par 2 caractères ici, 2 nombres. Ça va être des lettres aussi, A, B, C, D, E, F. Ça va de 0 jusqu'à 9 avec A jusqu'à S en hexadécimal. Donc ici, ça va par bloc de 2. Il va falloir que j'écrive ici mon 23, que je l'écris ici. Ensuite, ça va être mon 01 que je vais écrire ici. Ensuite, bloc de 0 que j'écris là. Mon autre bloc de 0 que j'écris là. Ça fonctionne de cette façon-là. Vous remarquez que j'ai écrit 1, 2, 3 ici, ça ne devient pas 3, 2, 1 dans l'autre ordre, c'est vraiment par bloc de 2 qu'on fait ou pas. Pour les return address que vous allez utiliser tantôt, ça va être important de bien les illustrer. Ça, je vais revenir là-dessus, je vais en reparler tantôt si vous avez le temps de boucler d'ici là, parce que j'ai encore dû stocker. Donc, par curiosité, est-ce qu'il y en a qui connaissent c'est quoi l'origine de Big Endian et de Little Endian? Moi, je vais toujours demander pourquoi il appelait ça comme ça, mais ça vient du roman Les Voyages de Gulliver par Jonathan Swift, écrit en 1721. Dans ce roman-là, c'est un peu calme. Il y a eu un décret royal qui disait que le roi, dans le fond, il a dit les œufs, ça se mange par le big end. Le big end, dans le fond, vous savez comment c'est fait un œuf. Tu as le big end ici, puis tu as le little end qui est là. Il y a un décret royal qui disait vos œufs, ça se mange comme ça. Puis là, il y a du monde qui mangeait leurs œufs par le little end. Puis il y avait un groupe de population qui l'ont toujours mangé comme ça. Fait que ça a comme créé une guerre. Puis, c'est un peu ça le livre. En vrai, ça me donne pas le goût de lire, mais en tout cas. Mais ça vient de là, Little End et Big End. Fait que j'étais curieux de savoir ça. Fait que finalement, Cassuli, tes nombres. Si on parle du Big End en premier, Big Endian, ouais, ben là, il est comme mal représenté. Mais Big End, mettons que mon œuf serait fait dans l'autre sens. Ok, Big End, ça veut dire que avec la partie qui est grosse en premier, le nombre qui est le plus significatif. Comme par exemple, si je dis, je vais-tu me créer quelque part? Fait que mettons que j'ai, on va dire 391. Mettons que j'ai ce nombre-là ici. Mon nombre le plus significatif, le plus gros, c'est 3. Il représente 300. Fait que Big End, moi je dis de gauche à droite. Je commence par le Big End. Je commence par le plus gros. Et en Little End, c'est le truc pour la femelle, ben, je commence par la partie la moins significative. Par contre, j'écrirais finalement 1, 9, 3. Ben, ce ne sont pas comme ça en mémoire qu'on va utiliser. Moi, là, je suis en base 10. Mais si je fais la méthode Little End, j'écrirais en premier le chiffre le moins significatif. Ça serait 391, mais écrit de cette façon-là, finalement. Fait que moi, c'est mon truc pour l'entonner. Question. Oui, pourquoi il était dans la versée? Pas IBM. C'est une excellente question. C'est vraiment une excellente question. Ça, c'est une question de choix, c'est arbitraire. Puis la raison pour laquelle ils ont décidé de le faire, d'un point de vue performance, si je me souviens bien de ce que j'ai lu, c'est plus efficace de lire en premier la partie la moins significative, parce que le processeur aussi va lire de gauche à droite. Fait que si mettons, je parle du nombre 8, fait que en parlant du nombre 8, ça va être écrit 0x000008. Ben, si c'est le chiffre le plus petit qui est représenté en premier, ben, je vais commencer par lui, c'est peut-être pas exactement ça l'explication, mais d'un point de vue rapidité du processeur, si je me souviens bien, l'explication que j'ai vue, c'était par rapport à ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait développer là-dessus ou qui connaît une réponse meilleure que la mienne là-dessus? Ça ressemblait à ça de ce que j'ai vu, puis mais c'est une convention. Là, j'ai parlé de Little Endian et Big Endian, mais il y a aussi des systèmes qui sont B-Endian.
c'est des systèmes, des systèmes, des processeurs qui sont capables de faire les deux. C'est juste toi qui vas dire, je préfère que ce soit de telle façon, mais une fois que tu dis c'est de telle façon, il faut qu'il l'applique pour le reste. Parce que quand tu écris tes noms, puis tu les lis, il faut que ça soit toujours écrit de la même façon. Puis parenthèse par rapport à ça, les adresses IP. Les adresses IP, je ne sais pas s'il y en a parmi eux qui codent en C un peu. Vous n'êtes pas très nombreux. J'allais poser une deuxième question qui risque d'avoir encore moins de mains levées. Qui a déjà créé des sockets en C et qui fait des connexions DCEV? Ok, vous êtes plus nombreux. Ça marche pas. Il y a des trucs qui ne marchent pas, mais c'est bon, c'est correct. Mais quand vous créez des sockets, quand vous. À ce moment de la création de sockets, mais quand vous allez écrire votre adresse IP, cette adresse IP-là, il y a toujours une fonction que vous allez utiliser pour convertir en Network Byte Order. Bon, je ne sais même plus par cœur c'est quoi le nom de la fonction, mais je pense que c'est INET-MTOA, puis l'autre c'est. Je ne sais plus c'est quoi. Pour les portes, HTOA. Oui, effectivement, HTOA, tout ça, ouais. Ça, ce que ça va faire, ces fonctions-là, c'est que ça va s'assurer que, étant donné que sur une machine en mémoire, ça peut être représenté soit Little Endian ou Big Endian, bien, quand tu vas sur Internet, il y a des ordinateurs Little Endian qui vont partager leur nombre écrit en mémoire avec des Big Endian, mais dans le fond, c'est universel, c'est tout le monde. Mais il faut que tu aies une façon de les représenter, ces nombres-là. Cette fonction-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit, je ne sais plus c'est lequel qui a été choisi, c'est Big Endian ou Little Endian, mais il y en a un des deux qui a été choisi. Fait que cette fonction-là est appliquée sur tous les processeurs, mais sur, mettons, les Big Endian, je vais vous donner un exemple, sur les Big Endian, elle ne va rien faire pantoute, puis sur les Little Endian, elle va inverser l'ordre pour que ça soit pareil partout, finalement. Je pense que ça fait. Tu penses que c'est ça? Ouais. Ok. Je sais pas. Mais comment on va exploiter ça en buffer overflow? Il y a un buff, c'était moins long. On revient, on va rechercher une vulnérabilité dans le code, voir la section 2, fonction vulnérable. C'est pas c'est pas la seule façon de checker les vulnérabilités, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas les seules fonctions qui sont vulnérables, c'est pas juste des fonctions qui sont vulnérables, c'est le code en général aussi, dépendant de comment il est fait. Tu veux savoir une loupe qui est mal faite. En deuxième, on va tester la vulnérabilité. En troisième, on va s'organiser pour préparer notre payload, aussi connu selon le shellcode. Puis en dernier, on va écraser la ret address pour quel point va l'emplacement shellcode mémoire. Okay, c'est des étapes grossièrement expliquées. Ah oui, ça ressemble à ça. Fait que test de vulnérabilité, en premier, on va s'organiser pour voir si, en écrivant plus de data, si on est capable de faire planter le programme, créer un segmentation fault. Puis, on va vérifier à l'aide d'un débugger, idéalement, est-ce que la return address a été écrasée. Ça, avec un débugger comme GDB, vous êtes capable de le voir facilement. Puis ça va vous permettre de voir si vous allez être capable d'exploiter le buffer overflow. Parce qu'on ne se cachera pas. Ça fait longtemps que c'est pas le buffer overflow. Il y a des protections qui ont été implémentées, je ne sais pas en français, pour contrer ça finalement. Mais vous savez comment ça se passe en informatique. S'il y a des protections qui sont ajoutées, ben, on peut toujours un moyen de les contourner. Presque toujours un moyen de les contourner. Puis, on va en parler tout à l'heure de ces protections-là. Malheureusement, on ne développera pas là-dessus, étant donné que c'est quelque chose. Je pense que juste avec le buffer overflow de base aujourd'hui, vous allez en avoir en masse, vous allez en arracher juste comme ça. Je vais en parler, mais je ne ferai pas de démo par rapport à ces. À contourner les protections de buffer overflow. Donc en troisième, on prépare. Je suis pas rendu au troisième. Ouais. En troisième, on prépare notre payload. C'est quoi un shellcode, c'est quoi un payload? Ben, c'est une petite portion de code écrit en langage machine qui est exécutée directement par le CPU. Fait que, idéalement, on va écrire ça, on va écrire ça en assembleur, le langage le plus proche du langage machine. Puis, on va le compiler, ça va nous donner du langage machine, et c'est ça qu'on va injecter, et on va s'organiser pour que notre return address pointe vers ça. Il y a plusieurs types de shellcode, je pense que ça vaut la peine d'en parler un peu. En local et en remote, ben, dépendant de si tu es local ou si tu es remote. Si tu es local, ton but, ça va souvent de popper un shell, d'exécuter par exemple /bin/sh. Ce qui va te permettre, si mettons tu exécutes une application qui te donne des droits plus élevés que ton propre utilisateur, comme mettons sudo, ça c'est un exemple. Quand tu exécutes sudo, mettons que tu fais sudo sous, ça va te permettre de te loguer en route. Mais ouais, c'est ça.
Mais je vais revenir là-dessus tantôt parce que pour les levels que j'ai préparés, où ça va être ça dans le fond finalement, mais je reviens là-dessus tout à l'heure. Fait qu'en local, le but ça va être de propre un shell de façon générale. En remote, tu vas vouloir faire soit un reverse shell, un bind shell, puis socket reuse. Je développe dans quelques instants sur socket reuse. Reverse shell, la plupart d'entre vous, je pense que vous connaissez ça. J'injecte le code sur la machine à l'extérieur. Le reverse shell, ce qu'il va faire, c'est que lui, le code qui va s'exécuter va créer une connexion vers moi. Moi, je vais accepter la connexion, puis je vais avoir un shell, puis je vais contrôler l'ordinateur. Le bind shell, c'est un peu le même principe. C'est juste qu'au lieu que ce soit l'ordinateur vulnérable sur lequel j'exécute le code, ben oui, je peux exécuter le code, mais au lieu que ce code-là fasse en sorte de créer une connexion vers moi, c'est l'ordinateur vulnérable qui va écouter sur un port, qui va créer sock listen, qui va écouter sur le port. Puis moi, je vais devoir me connecter à lui. C'est pas mal moins avantageux, vous savez tout pourquoi. Si, mettons, l'ordinateur est derrière un routeur, derrière un LAN, ou c'est plus. En tout cas, souvent, les connexions en incoming, les connexions entrantes, sont pas mal plus filtrées, si on veut. Donc, les outgoing, les connexions sortantes sont pas mal plus souvent, pas mal moins checkées, pas mal plus permissives. Donc, le reverse shell en remote, ça va être vraiment ce qui va être le plus utilisé. Donc, ça, pour le cas des remote, je voulais en parler comme ça. Les autres qui sont en dessous, ça s'applique autant local qu'en remote. Le download and execute, ça, ce que ça va être, c'est que mon payload, mon shellcode, ce qu'il va faire, c'est qu'il va downloader un autre programme, il va l'exécuter, ça va être ça. Le stage, ça, c'est un peu le même principe que download and execute, mais au stage 1, ce qui va se passer, c'est que le payload va downloader un autre payload, il va le loader en mémoire quelque part, puis après ça, il va l'exécuter. Donc, c'est comme le même principe que download and execute, sauf que la différence, c'est qu'il ne crée pas de nouveau processus, il n'y aura pas de nouveau process, il va tout simplement exécuter le code qu'il va downloader à l'intérieur même du process à la suite de ce qu'il va avoir fait. Egg Hunt, c'est quand même bien. Egg Hunt, ce que c'est si tu as juste de la place pour ton shellcode pour quelque chose de quand même petit, mais tu es capable de mettre le reste de ton shellcode en arrière, mais la partie qui était exécutable sur le moment, c'est juste la partie où tu vas en mettre un peu. Ben, en faisant ça, ce que tu vas faire, c'est que la petite partie, elle, tout ce qu'elle va faire, sa responsabilité, ça va être de chercher la mémoire, de trouver le reste du shellcode, puis ensuite de l'exécuter, faire un jump vers cette adresse-là. Un jump, en passant, c'est comme un go-to en assemblage. Fait que l'omelette, ça, c'est vraiment cool. L'omelette, en fait, tu peux avoir plein de petites parties de shellcode fragmentées. Puis le premier payload à l'origine, sa responsabilité, ça va être de réorganiser tous ces payloads-là, tous les rassembler ensemble, puis après ça, exécuter le début du payload, puis ça va tout exécuter ensemble. Ça, c'est pratique en autres aussi. Tu es juste capable, petit bout par petit bout, d'injecter ton shellcode. Fait que ça, mettons que tu as juste un petit espace, un gros shellcode, mais que tu peux juste injecter, je sais pas, 64 bits à la fois. Non, 64 caractères à la fois. Ben, tu injectes ces 60 caractères-là, tu en injectes 64 autres ailleurs, puis ton payload à l'origine, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, comme je disais, il va tout rassembler ça ensemble, il va faire un omelette, puis après ça, il va l'exécuter. Fait que, en passant, j'ai fait aucun de ces shellcodes-là. J'ai très tout récemment commencé à programmer en assembleur, justement pour développer des shells. Fait que mes connaissances sont très, très, très basiques en assembleur, mais ben non, c'est plus ça. Mais tu pourrais pas, genre, faire du code en C, puis juste prendre l'assembleur qui donne? Genre, juste le bout, tu vois, écoute, je me suis posé la même question que toi. J'ai posé la question à quelqu'un sur Internet et il m'a dit non. Est-ce que quelqu'un a des réponses? Oui, je t'écoute. La vraie réponse, c'est qu'il y a deux enjeux si tu le fais en C. Ah oui. Premièrement, ton calculateur va générer tellement de faibles utiles que tu ne fitteras pas dans le 640K que tu as en mémoire pour envoyer ton shellcode. Puis deuxièmement, tu vas avoir full 1000 bytes ou des bad chars dans ton shellcode. Fait que là, il va falloir que tu leur traites, genre avec Metasquat, NSF Encode, des choses comme ça, qui va faire que ton shellcode va devenir encore plus gros. Fait que c'est pas vraiment. Si tu veux faire ce clean, tu le fais en assembler, tu utilises des instructions qui n'utilisent pas les varchars, qui ne font pas de null char, puis
Puis comme ça, tu es concis, tu es précis, tu sais où tu t'en vas, puis tu tapes des chefs. Très bonne réponse. Une autre réponse aussi, en C, tu veux-tu les shared libraries? Non, c'est juste parfait ton réponse. Parfait. Fait en assembleur, en fond, tu vas vraiment juste donner tes instructions, puis souvent, ce que tu peux faire, le choix que tu vas faire en C, ça va passer par les shared libraries. Puis ce chemin-là prend beaucoup plus de place, comme il l'a dit, tandis que tu peux faire des interrupt system calls en assembleur qui vont être juste quelques petites instructions, ça va être très très court. C'est vraiment pas long, sérieusement, en assembleur, coder juste quelque chose qui va exécuter un slash BNSH. Si tu veux quelque chose de plus complexe, ben là, ça va être plus compliqué. Si tu le fais sur Windows, ton shellcode va être plus long aussi que si tu le fais en Linux. En Linux, c'est vraiment plus simple de faire des shellcodes. Puis en passant, je ne l'ai peut-être pas dit, mais la présentation est accentuée vraiment sur Linux 32 bits. Fait que ça va être ça. Donc, je continue. La suite, dans le fond, de la préparation du payload, il va y avoir des restrictions possibles. Le shellcode, peut-être bien qu'il va falloir qu'il soit petit, peut-être bien fragmenté, null-free, alphanumérique, puis peut-être bien qu'il va y avoir des détections d'intrusion aussi, qu'il va falloir contourner. Mais s'il est petit, une solution à ça, c'est du sujet shellcode stage ou download and execute. S'il faut que ça soit petit, je vous disais. S'il faut que ce soit null-free, ben là, tu modifies tes instructions en assembleur pour éviter les null characters. Je vais en parler un petit peu davantage tantôt quand je vais faire un peu d'assembleur avec vous autres. Si on veut quelque chose d'alphanumérique, ça c'est du self-modifying shellcode. Il y a moyen de, comme il disait tantôt, de modifier ton shellcode pour que ce soit l'équivalent, mais finalement, ça va être, tu vas l'exprimer juste en alphanumérique. Comment je vois ça? Il y a plusieurs moyens de dire quelque chose dans une langue. Fait que plutôt que d'employer le mot, écoute, je vais revenir là-dessus tantôt, surtout quand je vais changer mes instructions dans le shellcode. Fait que je vais revenir là-dessus tantôt, surtout quand je vais justement faire des instructions en assembleur que je vais les modifier pour faire ça, mais en alphanumérique. En fait, il y a toujours moyen de modifier ton shellcode pour inclure seulement des instructions alphanumériques. Pourquoi on ferait ça? C'est que si, mettons, le programme me demande mon nom. Moi, si j'entre mon nom, puis j'entre des caractères que je ne peux même pas imprimer à l'écran, si le programme il est fait pour checker et dire non, ces caractères-là, ça ne fait pas dans mon input, tu ne peux pas marquer ça, ben, il ne gardera pas en mémoire nécessairement, puis en tout cas, ça peut ne pas marcher. Fait qu'en alphanumérique, tu es sûr de pouvoir passer ton shellcode, ça c'est clair. Détection d'intrusion du shellcode polymorphique, c'est du shellcode qui va se modifier lui-même, toujours en restant équivalent, faisant finalement les mêmes instructions, mais ça va revenir au même que si c'est le même shellcode qu'avant, mais il va se modifier un peu comme un virus de la grippe qui se modifie lui-même puis qui vient détectable par le système immunitaire. Donc, dernière étape, écraser la return address pour quel point il va à l'emplacement du shellcode en mémoire. Où est-ce qu'on va placer le shellcode en mémoire? Il y a plusieurs endroits possibles. En local, on peut le mettre dans les environment variables, dans l'health auxiliary table. Ça, c'est très souvent négligé. Il y a pas beaucoup de monde qui sont au courant qu'on peut placer le shellcode là-dedans. On peut placer dans un fichier si le programme mieux fichier place son contenu en mémoire. Bref, en gros, si le shellcode peut être loadé en mémoire de quelque façon que ce soit, n'importe quelle façon que c'est bon, il n'y a pas de problème, tant qu'il est accessible en mémoire, que tu connais son adresse, son emplacement, ben, tu vas être capable de faire pointer le return address vers cet emplacement-là. Oui. Moi, si tu veux faire un egg hunt, tu as juste à placer comme du code dans une variable d'environnement quelconque que tu as créé. Puis après ça, tout ce que tu as fait derrière faire, c'est aller pointer vers ta variable d'environnement que tu as créé avec ton shellcode. Puis genre, tu vas faire exactement. Si vous cherchez avec Shell ou quelque chose comme ça sur Internet, tu places ton shellcode, mettons, dans une environment variable qui va s'appeler egg égale ton shellcode, puis tu es capable avec un petit programme avancé, ou sûrement plus avancé, de localiser c'est quoi l'adresse de ton shellcode, finalement, de la variable d'environnement egg, puis tu pointes vers cette adresse-là avec ton programme sans bien fonctionner. Ouais. Donc, j'en suis rendu, ça fait, à la fin, il va y avoir la démo qui va prendre 120 ans aussi. Puis encore plus long si je veux que ça te péter. On sait que les démos, ça se passe pas tout le temps exactement comme on voudrait, mais bon, ça s'en vient.
Les protections contre le buffer overflow, je ne les ai pas toutes marquées, mais les principales, ça va être ASLR, Address Space Layout Randomization, autant applicable sur Linux que sur Windows, DEP, Data Execution Prevention, puis Stack Cookie ou Stack Canary, peu importe comment on fait. Fait que je commence avec le premier, ASLR. Je pense que ça le dit d'elle-même. Au lieu d'avoir des adresses fixes en mémoire, ces adresses-là, à chaque exécution du programme, vont être random, ça va bouger. Fait que si tu as placé du shellcode à un endroit en fait, si tu essaies d'overwriter la return address, si tu essaies de pointer vers le shellcode, ben, la stack va bouger. La stack n'aura pas la même adresse à chaque exécution. Il va avoir les instructions du code qui n'auront pas la même adresse, évidemment. Il va avoir la heap qui n'aura pas la même adresse. Fait que tout va être dynamique, ça va être difficile de localiser. C'est vraiment une difficulté supplémentaire. En 32 bits, c'est une moins grosse difficulté que ça l'est en 64 bits. En 64 bits, les pages mémoire sont plus grandes, fait qu'un random va être plus élevé, c'est sûr. Mais c'est quand même une des très très bonnes protections contre le buffer overflow, mais c'est vraiment pas infaillible. Il y a moyen de traiter ça de plusieurs façons. Puis je viens au point suivant. DEP, Data Execution Prevention, ça c'est que la mémoire, dans le fond, elle est setée pour être seulement en écriture ou seulement en exécution, mais ça ne peut pas être les deux en même temps. Fait que DEP, c'est une bonne protection aussi. Fait que si, mettons, j'essaie d'écrire de quoi sur la stack, mettons que mon shellcode est sur la stack, s'il est dans une variable d'environnement, s'il est sur quelque chose en mémoire, comme une locale variable, n'importe quoi, en gros, si je mets mon shellcode en mémoire, je serai vraiment de l'exécuter parce que cette mémoire-là est writable. Fait que le DEP va prevent ça, va prévenir ça, va empêcher ça. Fait que, mais il y a des moyens de contourner ça, j'y viens aussi au point suivant. Le Stack Cookie Canary, une autre protection intéressante. Je vous avais fait un dessin, c'est le dessin que j'ai vu sur Internet tantôt. Je vous avais montré un dessin tantôt qui représentait la stack. Vous aviez par exemple le main, vous aviez la fonction S qui était calée, puis on plaçait les paramètres ici, après ça la return address était placée là, vous avez la fonction S qui était là. Ben ici, la nouvelle affaire qui est marquée là, c'est le Stack Canary. Ça, cette protection-là, c'est que tu génères aléatoirement un Word. Un Word, c'est 4 bytes, donc 32 bits. Tu génères aléatoirement c'est ça, quand même un assez grand nombre. Puis si au moment de l'exécution, quand il va arriver pour retourner finalement à l'adresse qui est là, à la return address, avant d'exécuter le code qui est là, il va checker est-ce que le canary word qui est écrit là au départ, est-ce que c'est le même qu'avant? Parce qu'ici, nos locales variables sont là, puis qu'on va overwriter, c'est la return address qu'on va overwriter ici, qu'on va écraser. Puis si on écrase la return address pour faire un buffer overflow exploit, forcément, on va écraser la valeur du canary ici. Puis si on écrase cette valeur-là, c'est plus la même qu'au départ, puis avec le check, qui va se faire à la fin de la fonction avant de faire le return puis d'exécuter le code qui vient après, ben, ça va générer une exception, puis ça va être handlé, puis ça va empêcher l'exécution finalement du bad code du payload qu'on va avoir choisi. Oui? Ça, c'est l'OS qui gère ça ou c'est genre. Ça va raiser une exception. Cette exception-là, c'est de la façon que c'est fait. Oui, ça va avec l'OS, mais il y a certaines étapes, comme toutes les exceptions. En premier, c'est soit géré par le programme. Si c'est pas géré par le programme, après ça s'en va, je pense, au shell. Après ça s'en va au OS. En tout cas, il me semble que ça s'en va quelque chose comme ça. Oui. Comment? C'est l'OS, le runtime. Enfin, c'est le runtime, l'OS. C'est les programmes, Puis, en fait, je vais commencer avec ce canary-là, comment on va faire pour le péter finalement. Pour le péter. J'aime pas ça dire ça. Oui, question. Ça, sous Linux, ça existe depuis longtemps. Le noyau, c'est récent. Tu parles des trois protections qui sont là. C'est une excellente question. J'ai vu les dates. Est-ce que je m'en souviens? Non. Mais, écoute, avant 2000, là, il n'y avait quasiment aucune protection. Quasiment aucune. Ça a été inventé. Ça va, c'est sur Linux. C'est à hauteur des années 2000. Oui, c'est repris dans ces coins-là, mais je ne suis pas capable de dire les années avec précision. DEP a été intégré sur Windows XP en 2004. Oui, et SLR je pense que c'est 2005, ouais. En Windows 7 seulement. Toutes les autres versions, parce que Windows 95, Windows 98, ça, ces versions-là, je suis certain qu'il n'y a pas de protection pour le DEP, Data Execution Prevention.
Fait que je vais commencer avec, comme je l'avais dit, avec le stack Canary. Comment on va faire pour péter ça? SEH, Structure Exception Handling. Ça va t'intéresser, je pense, là. Qu'est-ce que tu me dis, c'est géré par le OS. Ça l'est, c'est le cas. Sauf que comme toute exception, ça peut être généré par le programme. S'il y a pas, ça peut être géré par le programme. S'il n'y a pas d'exception gérée par le programme, après ça s'en va à l'étape suivante qui va être l'OS. Ça va être la clé de péter finalement ce stack Canary-là. Si tu es capable de générer une exception, en gros, je vais vous expliquer ce que je me souviens. Ça se peut qu'il y ait quelques petites exactitudes et inexactitudes dans cette partie-là que je vais vous dire. Mais je vais vous dire ce que je me souviens d'avoir lu. Il faut que tu aies à peu près 2 buffer overflow dans la même fonction. Le premier va générer une exception. Cette exception-là était déjà en fait. Si toi, tu es capable de, dans ton stack, de créer un shell, un exception handling pour justement cette exception-là, au lieu de se rendre jusqu'au OS, ça va être ton code à toi qui va gérer l'exception qui va être générée par ça. En gros, tu es capable de complètement ignorer cette exception-là qui va avoir été faite finalement pour le buffer overflow. Je ne sais pas si j'ai été clair. J'ai pas été de temps. En tout cas, il y en a plusieurs qui ont compris, peut-être d'autres que non, mais j'ai essayé. J'abandonne. ASLR, Information Leakage, comment on va faire pour contrôler ces protections-là? Il y a plusieurs façons pour chacune d'elles. Stack Canary, je pense que ce n'est pas la seule. J'imagine que par beaucoup de force aussi, on peut arriver à la bypasser, cette protection-là. C'est l'hypothèse que j'aimais, parce que c'est 32 bits, c'est pas... fait que si tu fais un certain nombre d'essais un moment donné, tu peux arriver finalement avec la bonne valeur, puis je pense. Mais je dirais pas laisser mon ASLR, Information Leakage Attacks, Information Leakage Attacks, je ne développerai pas tant que ça là-dessus, mais il y a moyen de découvrir un peu c'est quoi les adresses. Il y a des leaks qui sont faits dans les libraries, dans l'IPC, entre autres sur Linux, tout ça. Fait que j'imagine que sur Windows, il y en a aussi. Celle-là qui est la plus utilisée, Use a known ASLR module. Il y a plusieurs modules. C'est pas tous les modules qui sont compilés. C'est pas tous les modules qui sont compilés avec ASLR. Fait que finalement, c'est pas tous les modules qui sont random. Fait que si tu as un module qui n'est pas compilé avec ça, ben, il va toujours être à la même adresse mémoire, ce module-là. Et lui, tu peux t'en servir pour faire ton shell, finalement, pour ton buffer overflow. Tu dis module, c'est une librairie? Je pense. Oui. Oui, c'est ça. Ok. Je ne vais pas dire n'importe quoi, là, je pense. Mais on me confirme que oui, on confirme. Dans le micro. Ça, vraiment, c'est le début du ROP, au final, ce que tu fais. C'est le début du ROP, ce que tu fais. Juste après, je vois que ROP? Ouais, le Return Oriented Programming. Ah, j'en parle dans vraiment. Tu utilises des instructions qui sont déjà chargées en mémoire. Exact, je ne l'ai comme pas l'aborder là, mais c'est super ce que tu viens de faire, ça m'ouvre une porte pour le faire à cet endroit-là. Effectivement, avec ces modules-là, ici, dans le fond, le ROP, Return Oriented Programming, ça, ce que ça va faire, c'est qu'au lieu d'exécuter nécessairement ton propre shellcode sur la stack ou à votre endroit, tu vas utiliser les instructions qui sont déjà en mémoire par les autres librairies. Tu peux exécuter une fonction complète, ou tu peux juste utiliser la fin d'une fonction. Comme par exemple, j'ai une tonne d'instructions pour chacune de mes fonctions, qui s'est finie par RET, Return. Ça finit tout par ça. L'exception RET en assemblage va dire tu retournes finalement l'adresse qui se trouve sur le top de la stack. C'est ce que ça veut dire, fait que tu reviens où ce que tu fait avant que la fonction soit callée. Mais si toi, tu es capable de placer sur la stack l'adresse, juste la fin de la fonction au lieu de toute la fonction complète, la fin de la fonction, on peut te donner une couple d'instructions qui peuvent être utiles, intéressantes. C'est la base du ROP, du Return Oriented Programming. Tu peux te servir de toutes ces instructions-là pour construire ton propre shellcode, ton propre code. Puis de cette façon-là, sans même avoir exécuté quelque chose sur la stack, tout ce qui peut avoir été exécuté pour le... Ah, je l'ai marqué là. Finalement, j'ai dit que j'en parlais plus tard, mais il est là. Ok, c'est parfait. Je pensais que c'est sur un autre slide, mais merci. Donc, tout ce qui va avoir été exécuté là, ça va avoir été exécuté sur la mémoire qui est déjà execute only. Comme j'avais dit, elle peut pas être write et execute à la fois. Fait que tu sers déjà des instructions qui sont en mémoire pour créer ton propre code avec juste plein de ret address différentes avec les paramètres que tu vas toucher. En tout cas,
C'est-à-dire, c'est assez complexe, ça l'est pas tant que ça, une fois que tu as bien compris le buffer overflow, mais c'est intéressant, tu peux contourner le Data Execution Prevention, le DEP, tu peux contourner avec Return Oriented Programming. Tu l'as fait? Du ROP? Ouais. Non, je n'en ai pas fait. J'ai lu là-dessus, j'ai checké, mais j'ai commencé à me documenter là-dessus très récemment. Ça fait vraiment que je monte mes slides pour la présentation du buffer overflow, fait que j'ai terminé hier à 3 heures. Ouais, je m'y prends un petit peu de dernière minute. Puis, en tout cas, s'il y avait un moment où je m'étais dit, il ne faudrait pas que je fais de la suppléance en ce moment à l'école, puis il y avait un moment où je m'étais dit, il ne faudrait pas que je travaille, ce serait aujourd'hui. Parce que je sais que je suis un gars de dernière minute, tu sais. Fait que j'avais besoin de ma journée pour travailler là-dessus, ben, j'ai travaillé toute la journée. Fait que j'ai pas touché à ça. Mais bon, à date, ça se passe pas si mal que ça, je pense. Fait que, on est déjà rendu là. Ok. Là, je vais parler dans combien de temps à date, là? Ok. Ça fait un peu donc. Ok. Fait qu'on va y aller avec la démo. Je sais pas si vous voyez bien comme c'est là. Tu es assez gros ou. Non? Faut grossir un peu en arrière. Je vais essayer de grossir ça. C'est pas quand même, ouais. Windows, c'est dans Front. Appearance. Appearance? Non. Non. Mon courrier, mon point de change. Moi, c'est là. Apply. C'est assez gros. C'est correct? Excellent. Ouais, ben, ok, on va plaisir. Ok. Fait que pour la démo, vous autres, vos levels vont être dans le level d'ici. Moi, je vais faire avec ce binary-là. En fait, ce que je voulais vous parler tantôt, dans le level ici, vous avez level 1, level 2. Au lieu de compter sur mon écran, comme vous ne voyez pas, je vais faire avec la souris, ça va être mieux. Ici, vous avez level 1, level 2, level 3. Ça, c'est les 3 binaries qui sont dans /levels. Vous avez level 1.c, level 2.c, level 3.c. C'est les sources codes de chacun de ces levels-là. Comment on a fait la... Vous allez vous plugger dans plus de temps, je ne vous dis pas ça parce que je ne veux pas que tu te là. On va regarder c'est quoi finalement le source code du level 1. Vous allez voir, c'est un code extrêmement complexe. J'ai travaillé fort là-dessus, fait que je m'en donne un peu de respect. En gros, c'est un des buffer overflow les plus simples que tu peux pas avoir. J'ai ma fonction même ici. La documentation en C, je suis pourri maintenant. Oubliez ça, je suis vraiment Oui, pas encore présent, mais je peux avoir un code de 3000 lignes. Je n'ai pas une ligne de documentation, je suis pourri là-dedans, je suis mauvais. Mais bref, je continue. Fait qu'ici, j'ai ma variable buff qui contient que 1024 bytes d'allouer. Ce que je vais faire au début, c'est de copier RGV1. RGV1, c'est quoi? C'est le premier argument que tu vas donner. Fait que si, mettons, je fais /level 1, puis que je marque la figure, le premier argument que je marque test, espace test, ben ça, c'est RGV1. Test. Buff, dans le fond, la variable buff que j'ai là va contenir le texte test suivi du null character 0 après. Donc là, on va s'attaquer au buffer overflow. Comment on peut faire pour essayer de... C'est ça. Donc en premier, je sais que j'ai 24 caractères. Fait. Pour voir si ça peut être vulnérable, ben moi, ce que je vais faire, c'est que... Je vais essayer d'imprimer plusieurs caractères là-dedans. Donc, par exemple, je vais essayer d'en mettre, on va dire 2000. Je me dis qu'avec 2000, je devrais en avoir assez pour voir ce qui est vulnérable. J'ai un segmentation fault. Ça, c'est mon test de vulnérabilité que je viens de faire. Ce que je vois, c'est que ça va planter. Mais là, je suis pas encore certain que je peux l'exploiter, ce buffer overflow-là. Ce que je vais faire par la suite, c'est utiliser un débogueur GDB. Donc ici, je vais regarder mon level 1, qui est là. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe si je roule sur la même commande que je viens de faire. Cette commande-là, dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que tu vas imprimer A, et le caractère A, tu vas l'imprimer 2000 fois, comme ça ici. Ce qui se passe ici, je ne sais pas si vous voyez bien,
program receive 6 segway, segmentation fault. Fait qu'ici, ça marque 0x, 41, 41, 41, 41, in, point d'interrogation. Ça veut dire que la dernière adresse qui a essayé d'exécuter, c'est la 0x, 41, 41, 41, 41. Et la lettre A majuscule, ça correspond en hexadécimal à 41. Fait que j'ai réussi à overwriter mon EIP. Fait que je suis correct. Une autre façon de le voir, je pourrais le faire à Disasmain ici. Disasmain, ce que ça fait, c'est que je vais voir le code en assembleur de ma fonction main, bref, de mon programme. Fait qu'ici, je vais mettre un breakpoint à cet endroit-là. Un breakpoint, c'est pour dire, quand tu vas arriver à cette adresse-là, à cette instruction-là, tu vas arrêter l'exécution du programme, puis tu vas attendre les instructions. Je roule mon programme toujours avec la même instruction, yes. Fait que là, il y a un breakpoint, le programme n'a pas encore crashé. Je vais faire info registers. Le raccourci pour ça, c'est I espace R. Fait que si je regarde les registres ici, mon base pointer il était overwrité avec 41, 41, 41, 41. Ça veut dire AAAA. C'est ça. Puis EIP il est à 0x 80, 48, 44, 6. Fait qu'ici, à ces adresses-là, et mon EIP n'a pas encore été overwrité. C'est à l'instruction RET, ici où j'ai fait mon breakpoint, cet endroit-là. Quand le RET va être exécuté, c'est là qu'il va caler sur la stack. Qui va regarder sur la stack, c'est quoi l'adresse de ma prochaine instruction. Et sur la stack, à ce moment-là, ce qui est inscrit là, c'est 0x 41, 41, 41. Et si je fais continuer, c'est pour continuer, ben là, il va breaker. Fait qu'effectivement, c'est exploitable étant donné que j'ai mon adresse qui est là, 0x 41, 41 qui est là. Ça prend un peu longtemps pour pousser ça, mais je pense que c'est clair pour moi. Que ceux qui ont fait une connaissance de GDB puis tout ça, le produit c'est peut-être plus nébuleux, mais n'hésitez pas quand même tantôt à vous essayer avec le buffer, même si ça a l'air compliqué pour vous autres en ce moment. On va aller vous voir, on va être sur une coupe, puis on va vous aider à passer au travers de tout ça. Si vous n'avez aucune base dans Linux, ben, ça risque d'être un petit peu plus difficile, c'est sûr. Mais si vous connaissez un peu Linux, ben, ça devrait être possible. Fait que, bon. Fait que là, maintenant, comment je vais faire pour exploiter ça? Je vous rappelle la dernière chose que c'est mon breakpoint que j'avais fait. Fait que mettons que j'avais mis 2000 caractères, c'était clair, j'overwritais mon EIP. EIP, c'est le register qui dit la prochaine instruction que je vais exécuter, c'est ça. Fait que je vais regarder qu'est-ce qu'il faut pour combien de caractères qu'il me faut exactement. C'est ça que je veux déterminer. Combien de caractères j'ai besoin pour overwriter ma return address, comme je vous parlais tantôt. Si j'en mets 1024, il n'y a rien qui s'est passé, c'est pas assez. Mettons que j'essaie avec 1040. Ça a fonctionné, parfait. Ici, je le vois, ça a marché. Fait que je vais regarder combien il m'en faut exactement. Je pourrais essayer avec 1038. OK, là, j'ai une partie ici qui est overwritée. Ça veut dire que je suis vraiment pas loin de la bonne place. Ici, j'en ai, dans le fond, j'ai ces deux caractères-là qui me restent à overwriter, B7 et 00, et qui m'en manquerait deux. Fait qu'en faisant je vais essayer avec 1036 voir qu'est-ce que ça donne, juste pour vérifier. Il n'y en a aucun. Fait que finalement, à 1040, je les ai tous overwrités. Fait que 1040, c'est comme le bon nombre pour les overwriter. Puis là, je vais regarder ici, mettons que mon adresse mémoire, ça serait BBBB. Si j'en mets 1036 des caractères avant, puis que j'ajoute BBBB après, on va regarder est-ce que ça fonctionne. Oui, j'ai 0x 42, 42, 42, 42 qui correspond à mon adresse, dans le fond, il va falloir que je m'organise pour mettre 1036 caractères, puis après ça, rajouter les 4 caractères. Mais il y a quelque chose d'autre que je peux faire aussi. Je peux répéter ma return address à plusieurs reprises et ça va bien fonctionner si je fais ça. Normalement. Donc là, c'est où que je vais placer mon shellcode. Pour faire mon shellcode, je vais vous préparer tout de suite. On va juste en en mémoire dans notre tête que ça prend 1036 caractères, après ça, 4 autres caractères pour l'adresse. Donc ici, je vais faire mon shellcode. Donc, je vais enlever ça un petit peu de temps. En premier, quand tu écris en assembleur, tu commences par écrire bit32, après ça, global, juste la base. Là, si tu écris ça ici, après ça, tu es capable de mettre ton code en assembleur comme ça. Donc, juste avec ces 3 lignes-là ici, le reste de mes instructions, je les écris en assembleur, ça va être correct. Fait qu'ici, mettons que je fais move EAX 0. Ça veut dire que je vais inscrire 0 dans le registre EAX. Puis moi, pour commencer, je veux m'organiser pour que le register
soit initialisé à 0. Je ne veux pas créer de problème inutile. Fait que je m'organise pour que ce soit initialisé à 0. Même si ça prend quelques bytes de plus pour mon chef-là. Fait que, mais l'instruction de mettre 0 dans un AX, il y a une autre instruction équivalente qui va faire en sorte que je vais placer 0 dans un AX, c'est l'instruction XOR. Fait qu'ici, en écrivant XOR EAX, EAX, ça va faire en sorte que ça va mettre 0 là-dedans dans EAX. Fait que cette instruction-là va faire en sorte que je vais éviter de mettre des null byte characters, mais je vais laisser comme ça, puis je vais vous montrer tantôt qu'est-ce que ça donne avec les null bytes, là, juste pour la démo. Donc ensuite de ça, je vais initialiser mes autres. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais m'organiser pour toucher sur la stack ce dont j'ai besoin. Je vais exécuter /bin/sh. Il va falloir que je l'écrive dans un ordre particulier pour que j'ai la string qui soit écrite dans l'ordre. Moi, je vais avoir bin/sh qui va être écrit. Et pour avoir ça écrit dans cet ordre-là, en premier, je vais écrire /sh ici, comme ça, de cette façon-là, et je vous l'explique. Et je vous explique pourquoi ici dans un instant. Je sais écrire, je vais vous l'expliquer après pourquoi. Comment? Je l'explique dans un instant. Je vais juste terminer cette partie-là. C'est super pertinent, mais je vais juste écrire une couple d'instructions pour ne pas parler trop saccadé dans mes explications. Bon. OK. Fait qu'ici, donc vous voyez mes instructions. Moi, mon but, c'est d'avoir /bin/sh décrit. Puis évidemment, avec le byte character ici qui va être après. On va dire que le symbole de dièse, ça va être mon 0, là, mais c'est pas le 0. Mais en fait, ce que je veux, c'est le bin/sh avec la string 0 après. Donc, ici, pourquoi j'ai écrit 2 slash? J'ai voulu mettre 4 bytes, finalement 4 caractères là-dessus. Puis, je ne sais pas si vous vous apercevez, mais je les ai mis dans le désordre un peu. J'ai fait push /sh en premier, puis ensuite push bin en deuxième. En premier, je vais faire push /sh, parce que je vous rappelle que la mémoire, c'est en little endian. Puis lui, le processeur, avec l'instruction SHR qui signifie shift right, avec le shift right, il va considérer que la mémoire, c'est un integer, que c'est un nombre. Si je fais shift right, dans le fond, lui, le processeur, la façon qu'il va voir mon chiffre, j'ai écrit //sh. Ici, c'est un mot, ça a 4 bytes. La façon que lui, le processeur va lire, vu que c'est little endian, il va voir HS//. Dans le fond, c'est écrit, mais à l'envers. Finalement, c'est comme si c'était un integer, si on veut, qui est écrit comme ça, mais quand je vais faire shift right, ce que ça va dire mon shift right, ça va le pousser vers la droite, et ici, je vais marquer shift right de 8 bits, 0 et 8. On va juste écrire 8 aussi. En faisant ça, en faisant shift right, ce que ça va devenir tout simplement HS/, puis finalement, ce qui va rester là, ça va être le 0 que je recherchais. Pourquoi je l'ai fait de cette façon-là? C'est pour éviter les null byte characters. J'avais une autre façon que j'aurais pu le faire. En fait, il y a un paquet d'autres façons que j'aurais pu le faire. C'est la façon que j'ai choisie, mais en tout cas, jugez-moi pas. Bon. Ces instructions-là, ici, j'ai fait un push. Après ça, j'ai fait un pop pour ramener le contenu de ce que je viens de pusher sur la stack dans le registre ECX. Ensuite, avec mon registre ECX, ce que je viens de dire là, je m'organise pour avoir /sh décrit. En fait, ce que c'est /sh. Ça va être /sh avec le 0 qui va venir après. C'est-tu 0, faut pas te comprendre? Ouais, effectivement. Merci. Je m'en rendais compte, mais ça ne pas. Exactement. Parce que si je push à droite ici, dans le fond, j'ai tout passé une position, fait que la position-là reste libre. C'est comme si c'était un 0 qui apparaissait là. Finalement, ça va devenir SH comme ça ici. Ça va devenir SH comme ça ici.
Bon, fait que là, je vais repousser ça sur ma stack. Fait que je vais avoir, en fait, ce que je vais repousser sur ma stack, ça va être /sh avec mon 0 après. Ensuite de ça, je vais faire un push bin. Puis quand je push, je vous rappelle que je push au-dessus. Fait que si, quand je place de quoi sur la stack, c'est une pile, je le place au-dessus. Fait que ce que je place au-dessus, finalement, avec mon autre instruction, ce que j'ai placé, c'est /bin. Puis ce qu'il y a déjà sur ma stack, ça va être /sh avec le null character que je vais avoir inséré. Fait que, qui est là, dans le fond, mais mis à l'envers de 0, finalement, il est ici. On va dire, oups, c'est un backslash qui est dans l'espace. Donc là, j'ai réussi à inscrire /bin/sh sur ma stack. Je veux écrire ça, c'est sûr, parce que pour le système call que je vais faire, je vais en avoir de besoin. Moi, ce que je veux faire, c'est écrire le système call 11 qui va être execve, qui va me permettre d'exécuter un programme. Fait que je passe 11 sur EAX. Je vais faire dans EBX, il faut que j'inscrive le nom /bin/sh, en fait l'adresse qui contient ça. Et l'adresse de ça, étant donné que je viens de placer /bin/sh sur ma stack, l'adresse du top de ma stack, c'est l'adresse de ça. Et c'est quoi l'adresse de ça? C'est ESP, c'est le registre ESP, tantôt que je parlais de stack pointer. C'est pour ça que je marque ESP ici. Fait que ESP, je vais le placer dans mon registre EBX, et de cette façon-là, j'obtiens dans EBX, il va avoir l'adresse de la string /bin/sh avec le 0 après. Puis ce qu'on restait à faire, c'est int 0x80. Ça, c'est un interrupt system call. Donc, ça va faire en sorte que je vais pouvoir caler ma fonction execve, je vais caler une execve sur /bin/sh. Peut-être une autre affaire que je fais ici, je vais m'organiser. Étant donné que j'ai fait un pop juste par précaution, je vais resetter à 0 mon ECX. Donc finalement, la chose que je vais faire, il est presque terminé. Je vais m'organiser pour exiter de façon clean. Fait que exécuter pour exiter. Donc pour exiter ici. Ok. Fait que je vais m'organiser pour mettre 1 dans EAX. Et je vais faire mon système call. En gros, si vous ne retenez pas la partie qui est là, faites-vous en pas avec ça, les shellcodes pour les faire. C'est pas nécessaire que vous compreniez tout ça que c'est. Merci. Je pensais pas que ça afficherait de même. Comment tu vas dire que ça allait afficher? C'est vert fluo, c'est quoi ça? Ce que je suis en train de vous dire, justement, c'est très en lien avec ce que tu disais là. C'est que c'est pas grave que je vous explique tout. Je ne pas tout dire. C'est pas un cours d'assembleur, ok? Fait que, c'est pas une présentation sur l'assembleur. Fait qu'en gros, ton shellcode, tu peux le downloader sur Internet, tu peux te le faire toi-même. Moi, je vais vous le fournir tantôt, vous n'aurez pas à refaire tout ça, faites-vous en tout. Fait que là, ici, avec ça, je devrais être pas pire. On va le tester. Fait que pour le compiler, je vais faire ça ici. Ouais, c'est vrai. On peut tirer là. Grand as. Ah, bien. Bon. Pour prendre. Ah. Ok, c'est Bon, ça fonctionne. Là, on va tester si ça fonctionne. Ça fonctionne, mon BNSH est exécuté. Parfait. Il fonctionne comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement fonctionner dans un contexte de shellcode. Ici, si je regarde, ça me donne quoi comme shellcode, on va le compiler. Regardez ici.
Ok, si je regarde mon shellcode qui est là, bon. Exact. J'ai des numbers qui sont là, fait qu'il y a un problème, c'est que ce shellcode-là, il va falloir que je le modifie. Là, je vais regarder il est où le problème avec ça. On va regarder sont où les instructions qui a un nullbyte dedans. Ok, fait que là, à partir de mon shellcode ici, je vois toutes les instructions avec. Dans le fond, ici, c'est le langage machine. Les parties que vous voyez là, c'est tout le langage machine. J'ai un paquet de nullbytes qui sont là. J'en ai un paquet là aussi, j'en ai un paquet là. Fait que je vois les instructions. Move EAX 0x0. Ça ici, cette instruction-là, elle pose problème. Il va falloir que je la modifie. J'ai une instruction ici, move EAX 0xb, qui pose problème aussi. Puis move EAX, j'en ai une couple qui pose problème. On va regarder ici, là-dedans, qu'est-ce qui pose problème. Au lieu d'utiliser EAX, si j'utilise AL, ça va être correct. Parce que j'ai pas besoin de EAX au compte. On va continuer. Aussi, il pose problème uniquement parce que tu fermes de faire un peu dans un string copy. Est-ce que j'ai pas compris? Il pose problème parce que c'est dans un string copy aussi. C'est pas toujours des batchars, on va peut-être dire aussi. Dans certains cas de buffer overflow, tu pourras mettre des nullbytes, pareil, ça pose problème. Tout à fait, comme les fonctions read dans un socket, entre autres, aucun problème, tu peux passer des nullbytes. Mais de règle générale, quand tu crées un shellcode, tu essayes le plus souvent possible, c'est sûr qu'à moins que tu fasses un shellcode qui est vraiment adapté à une situation particulière, mais comme là, c'est juste pour faire un shell /bin/sh, fait qu'on a tout intérêt à faire nullbyte free. Puis il y a d'autres caractères qu'on a intérêt à éviter aussi, comme le caractère d'espacement, le space, tab, retour à la ligne, que ce soit le caractère d'ASCII 0x3 ou 0x2. Il y en a quelques-uns. Est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent en tête? Ça dépend en fait du programme, comment il va les traiter. Un programme peut très bien traiter un caractère comme A comme étant la fin de ta chaîne, puis ça ne pourra pas, on ne marchera pas pareil. Tout à fait. Ça dépend vraiment du cas. Tout à fait. Fait que, bon, ECX, bon, ECX va utiliser, ici, au lieu d'utiliser ECX, va utiliser. Ici, ça va être AN encore, au lieu de EAX. L'équivalent, c'est que j'utilise juste une portion, la dernière portion du registre EAX. Au lieu d'utiliser 32 bits au complet, j'en utilise juste. Pourquoi? Parce qu'il y a une section pour move EAX, c'est genre. Ça, il va y avoir des nullbyte characters dans cette instruction-là. Ah, ok. Comme j'utilise juste un petit integer, ben, j'ai tout intérêt à utiliser juste une petite partie. Au lieu de AX, je vais utiliser AL dans le cas présent. Fait que là, on va regarder si je le recompile. Fait que. OK. Allez. On est. Non, ben, j'ai pas compris le nom. On va regarder dans le fond, finalement, dans. Est-ce que vous voyez des nullbyte characters dans ce que vient d'être On commence avec un. Fait qu'on a encore un problème. C'est direct au début. Zéro. Je mets 0 là. Fait que, comme j'avais dit tantôt ici, je vais faire un XOR, ça va régler le problème. Vous avez? Ah, c'est lui. Ouais. On va le réécrire, ça va être quasiment moins long. Bon, ça marchait déjà tantôt. Maintenant, pour. Est-ce qu'il y a encore des nullbytes là-dedans? On dirait que non. Bon, que vous envoyez. Le shellcode qui est là, normalement, ça devrait faire la job pour être capable de faire un buffer overflow. Fait, je vais me créer un petit fichier en Python qui va être juste pour créer mon exploit dans le fond. Je vais l'appeler n1.py ici.
Fait que je vais dire que mon shellcode va être égal à ce que je viens d'écrire là. Ma return address, tout ça, je vais déterminer dans pas long. Je vais en avoir de besoin, c'est sûr. Fait que je vais juste écrire ça là-dedans pour l'instant. Donc, je retourne à la partie plus intéressante pour ce délai-là. Fait que, donc, je vais retourner dans GDB. Là, mon but, ça va être de trouver c'est quoi la return address que je vais overwriter. Fait que, si je fais une liste, si je fais une liste de lignes de code, ici, ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ma 10e ligne, c'est return 0. Fait que je vais faire un break sur cette ligne-là. Je fais un break sur cette ligne-là ici, parce que je veux que mon code il s'arrête à ce moment-là. Donc, je vais utiliser Python ici, comme j'ai fait tantôt. Je vais écrire mes 1036 caractères dont j'avais parlé tout à l'heure, avec ici mon adresse qui devrait être BDDB. Là, je continue comme ça ici. Donc, j'ai écrit ça. Là, j'ai un breakpoint. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais printer à l'écran, c'est quoi l'adresse de mon buffer. L'adresse de mon buffer, je vais mettre le petit signe pour avoir l'adresse, c'est 0xbfffef10. C'est cette adresse-là ici, je vais la prendre en note. En passant, cette démo-là, si jamais vous perdez des bouts de quelque chose, j'ai pris des screenshots plus tôt, puis je vais les rendre disponibles pour vous donner l'adresse tantôt. Fait que vous allez pouvoir vérifier tantôt pour votre programme. Là, je fais exprès pour exécuter un autre binary. Un autre binary qui a des adresses différentes à celles que vous allez exécuter tantôt. Fait que ça va être un petit peu différent au lieu de répéter exactement la même commande. Il va falloir adapter un petit peu votre affaire, mais ça va s'assembler beaucoup. Donc là, j'ai mon adresse. Je vais retourner dans mon exploit. Je vais prendre ça en note ici. Ma return address, c'est ça. Bon, si je l'avais, mais je n'ai pas bien copié non plus. Donc, ma return address, c'est ça ici. Comme je vous disais tantôt, on est dans les deux endiennes, cette adresse-là, je vais devoir l'écrire à l'envers. Fait ici, en premier, je vais écrire 10, qui sont les deux derniers, comme ça ici. Ensuite de ça, je vais écrire EF, FF, puis BF. Donc, si je lis à l'envers, j'ai BF, FF, EF, 10. BF, FF, EF, 10. Ça devrait être compris. Parfait. J'ai mon shellcode, j'ai ma return address. Je pense que je n'ai pas parlé d'un obsled encore, parce que je l'ai mis dans mes trucs à la fin. En tout cas, un obsled, ça va nous aider à pouvoir changer l'adresse mémoire, à pouvoir arriver. Je vous en reviens là-dessus. Je continue avec mon exploit, je ne vais pas faire 8000 affaires en même temps non plus. Fait que je continue avec ça. Moi, mon but, dans le fond, ça va être d'écrire quelque chose qui va être sous la forme. Je vous montre un peu à quoi ça va ressembler. Je vais avoir mon obsled ici, sur lequel je vais revenir dans un instant. Je vais avoir mon shellcode, puis je vais avoir ma return address. Ça va être un peu ça mon but. Ma return address peut se répéter à plusieurs reprises, ça c'est pas un problème. Je ne le fais pas dans le cas précis ici, mais je pourrais le faire aussi. Donc moi, mon but, ça va être d'avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Ce que je vais faire pour mon exploit, mon obsled ici, un NOP, LOP. Ce que c'est une instruction qui dit au processeur, tu fais rien. Fait que moi, si mon adresse, mettons que j'ai une tonne d'instructions qui dit tu fais rien, tu fais rien, tu fais rien, tu fais rien, puis qu'à la suite j'ai mon shellcode, ben si j'arrive au début de mon shellcode ou que j'arrive pas mal avant dans mon adresse, c'est pas grave, parce que si j'arrive dans mon obsled, je vais arriver là, puis ça va glisser jusqu'à mon code sans qu'il y ait de problème. Dans ce cas-ci, les instructions illégales, ça va faire en sorte que je ne serai pas capable de. Ça va planter, puis c'est tout. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon obsled, c'est l'instruction 0x90. Si vous avez utilisé le caractère A majuscule, ça aurait fait la job aussi, il n'y a pas de problème, parce que A majuscule, ça veut dire incrémente le registre CX. Oui, Tu n'as pas rajouté les notes dans ton assemblaire, justement. Dans mon assemblaire? Ouais. Dans le shellcode, tu peux rajouter les notes aussi. Ouais. Logiquement, tu peux faire J'aurais tout pu, ça. mais je vais le faire dans mon exploit comme ça ici, puis ça va être. Mais j'aurais pu, ça aurait été une autre façon de Non, faire. mais je veux dire, c'est pas un choix technique. C'est qu'en assembleur, moi je le trouve plus simple comme ça. Je peux changer le nombre de notes, le nombre de notes que je vais mettre en fonction de mon buffer puis tout.
Fait que ça va être pas mal plus simple de monter mon exploit de cette façon-là. Et j'aurais pu le faire de cette façon-là, c'est juste que mon shellcode, une fois complet, il a été fait pour ça. Oui, j'aurais pu enlever manuellement des notes Oui, de c'est mon probablement sur de ma string. Mais je vais faire de cette façon-là ici. Fait qu'ici, j'ai. Fait que ça, ici, j'ai mon obsolète. Je vais faire fois. Je vais faire un certain calcul ici. Dans le fond, moi, je vais avoir 1036 caractères en tout qui vont précéder ma return address. Pour avoir 1036 caractères en tout qui vont précéder ma return address, ce que je pourrais faire, c'est dire, des notes comme ça, je vais en mettre 1036 moins la grandeur de mon shellcode ici. Fait que ça, c'est quelque chose que je peux faire. Puis ensuite de ça, ce que je vais ajouter, ça va être mon shellcode. Je ne sais pas s'il y en a qui suivent bien ce que je viens de dire là. En tout, ma string que je vais printer là à l'écran, cette string-là va contenir 1036 caractères en tout. Elle va contenir mon shellcode avec le nombre de notes qui va précéder ça. Ouais, c'est ça. Moins len de shellcode, c'est ça. Fait que j'ai 1036 caractères qu'il faut que j'inscrive avant d'inscrire ma return address. Et finalement, la dernière chose qui me reste à inscrire, ça va être ma return address comme ça ici. De cette façon-là, je devrais avoir un exploit qui devrait être pas pire faisable. Et là, comme ça ici, je me suis permis d'écrire un offset qui est assez grand. Fait qu'au lieu d'écrire /x10, je pourrais le changer pour quelque chose de plus élevé. Je pourrais mettre, mettons, 62, comme ça ici. Jouer avec l'adresse, ça peut des fois faire une différence entre un exploit qui va fonctionner et un exploit qui ne fonctionnera pas. Et avoir un grand offset comme ça, ça va te permettre de plus modifier les adresses facilement aussi. Fait que juste changer les adresses, des fois, ça peut faire une différence. On va regarder dans GDB qu'est-ce que ça va donner. On va regarder ici si je run mon exploit. T'as pas beaucoup d'argent. En fait, ici, ok, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Bon, ça a fonctionné, tant mieux, je vais vous en montrer ici. Quand j'exécute mon exploit L1.py, ce qui se passe, c'est pas super beau, là, mais ça va printer à l'écran tout mon obsolète, suivi de mon shellcode, suivi de ma return address. C'est ça que ça va printer à l'écran. Ben moi, ici, quand je dis run, avec le pias parenthèse Python L1.py comme ça ici, ce que j'ai dit dans le fond, c'est le contenu de ce qui va être, quand je vais exécuter L1.py, le Python de L1, ce qui va être printé, tu le mets dans mon RGB1 finalement. Ben, ça peut être RGB2 s'il y a des espaces, c'est RGB3, et ainsi de suite. C'est l'output vers stdout qui va être mis dans mes arguments pour rouler ce programme-là. Puis je vois dans GDB, ça fonctionne, fait que j'ai réussi ici. Si je regarde maintenant, ça va vous arriver que ça va fonctionner dans GDB, mais que ça ne fonctionnera pas dans le shell ici, comme vous avez là. Fait que, par exemple, si je vais mettre le level 1 ici, Python L1.py, ben moi ça fonctionnait du premier coup, mais je vais vous avouer qu'il a fallu que je joue avec l'adresse mémoire. Je me souvenais qu'en remplaçant le 10 par 62, ça fonctionnait pas. J'aurais dû désélèver les broadcasts avant. Merci d'interagir avec Mais la trick, si tu ne veux pas gosser, par exemple, c'est que au lieu de gosser sur ton buffer en envoyant juste des A, tu peux générer une string qui est unique de, mettons, 2000 caractères. Puis quand tu regardes dans ton... tu es capable d'avoir les positions. Quand tu drops tes registres, tous les contenus de tes registres, c'est des valeurs uniques. Puis là, après ça, tu regardes le offset dans ta string unique que tu as envoyée, puis il va dire, OK, EIP tombe au 1028e caractère. Fait que là, tu sais qu'après 1028 caractères, tu vas écraser EIP. Parce que, tu sais, surtout dans Windows, admettons, les exploits SEH, pour que tu ailles écraser l'entrée SEH de Windows, tu ne peux pas la calculer de même. Ça te prend un gros pattern dans lequel tu vas être capable de définir, OK, ben cette position-là est où? Puis là, tu sais que tu es rendu à telle position pour telle valeur en mémoire. C'est un autre truc, là. Non, c'est un très bon truc. De calculer à la main. Merci Stéphane. Fait que c'est ça, en gros, j'avais un buffer de 1024 caractères. Il a fallu que j'inscrive à peu près 12 caractères de plus avant d'être capable de mettre mes 4 caractères qui override mon ID. Mais ça, c'est pas fixe. Ça peut changer. Avec le debugger GDB, comme Stéphane vient d'expliquer, il y a moyen de trouver ça.
je ne sais pas exactement c'est quoi les commandes dans GDB pour arriver à ce que tu viens de dire là. Je ne sais pas si tu es capable de le faire. Tu fais Non, pas en fait, GDB, tu fais sur Windows. Non, mais en fait, ton GDB, c'est la string dont je te parle, tu la fais générer en dehors avec un autre logiciel. Ok, merci. Puis quand tu as ta string, au lieu d'envoyer 2000 A, tu envoies ta string de 2000 caractères. Là, quand tu fais ton. Tu débugs, tu regardes c'est quoi la valeur qu'il y a dans EIP quand mon logiciel a planté. Là, ça va être, admettons, AZB345. En fait, Puis là, tu vas retourner dans ta string, tu vas dire, hey, le AB7345 qui est où dans ma string? Vu que c'est toutes des valeurs uniques. Puis là, il va dire, OK, oui, ça arrive à la position. J'ai vraiment compris ce que tu avais dit, c'est 1020, ça arrive à 1024. Fait que là, tu sais qu'à la position 1024, tu écrases EIP. Tu fais des blocs de 4 bytes différents tout le temps comme ça. Puis... Ça se fait, ouais, c'est ça. C'est super, non, c'est super pratique comme trick. J'ai pas d'outils pour faire ça, mais. Sur dans Python, l'ordre, tu as des outils en Python qui te la génèrent. Nice. Tu Nice, dis ça. le caractère, 4 bytes. C'est quoi le plugin que tu utilises dans GDB? Péta. Ça le fait. Péta dans GDB, le plugin, ça le fait. Ça génère des strings de même. Super. Ben, parfait, ça. Merci, les gars. Moi-même, j'ai d'en apprendre un peu plus sur les tricks pour nous aider à aller plus vite dans l'exploitation de Buffer. C'est super. Fait que, on voit que j'ai réussi à le popper là. Mettons que j'aurais pas changé mon adresse mémoire ici. Ça finissait par 10. On va regarder si ça aurait fonctionné en finissant par 10. Juste faire le test. Illegal instruction. Fait que, dans GDB, je ne sais pas si ça aurait fonctionné. Maintenant, on va faire le test. Ça fonctionnait dans GDB. Et quand tu arrivé pour le faire en dehors de GDB, ça ne fonctionne pas. Tu te dis, ouais, si j'ai réussi à me popper un shell dans GDB, avec les droits d'utilisateur supérieurs, c'est quoi le problème? Pourquoi j'ai besoin de le faire à l'extérieur? Parce que dans GDB, c'est un debugger. À chaque fois que tu vas utiliser un debugger pour attacher à ton process, à ton binaire, ça va faire en sorte que les privilèges vont dropper. Ici, dans le fond, là, dans les levels, ça c'est quelque chose dont je voulais vous parler. Ici, dans level 1, quand tu vas exécuter level 1, ici, le user appartient à level 2, le groupe à level 1 ici. Mais le user à level 2, il y a un bit qui a été seté, si tu le vois par le S, c'est le setUID. Ça fait en sorte que quand je vais exécuter level 1, je l'exécute avec les droits de l'utilisateur level 2. Fait que la raison pour laquelle on veut péter ça avec, on veut swapper un shell avec le level 1 ici, c'est que le shell qu'on va avoir, il va avoir les droits d'utilisateur du level 2. Et si on le fait à l'intérieur de GDB, lui, il drop les privilèges, puis il va juste le faire avec le level 1, fait que tu n'auras pas les privilèges du level 2 finalement. Fait que absolument que tu réussisses à le faire en dehors du level, puis une des solutions que tu peux faire quand ça marche à l'intérieur de GDB ou à l'extérieur, tu peux aller négocier avec tes adresses, tes return address ici, ça va souvent être ça le problème. Pour que je mets 11, pour que je mets 19, est-ce que ça va fonctionner? On va faire le test. La segmentation code. Je vais essayer beaucoup plus loin. Mettons à 79 là. Ben là, ça fonctionne. Fait que, pas négocier, c'est d'aller plus loin. Puis, essayer comme ça. Il y a des choses que je vais vous dire par rapport. Est-ce que vous avez des questions sur ça tout de suite avant que je donne d'autres explications? Okay. Ici, quand vous allez vouloir, ça va être pertinent pour tout le monde, quand vous allez vous mettre à vous attaquer au level, en premier level 1, j'imagine que ça, pour certains, ça ne prendra pas beaucoup de temps, pour d'autres, ça va en prendre plus. Une fois que vous avez terminé le level 1, quand vous allez avoir terminé le level 1, vous allez avoir les droits du level 2. Fait que, regarde, mettons que je suis dans le level 1 ici. Si je suis dans le level 1, j'essaie d'aller dans Home Level 2, ben, je ne peux pas y aller évidemment. Le password pour le level suivant se trouve dans le Home du level 2. J'allais Montre le level montre 1 comment il est fait. Oui, je vais montrer pour le level 1. Fait ici, dans le level 1 ici, je vais aller dans le flash. Je vais dans son Home, parfait. Ici, dans le level 1, regardez, vous avez un fichier qui s'appelle .pass. Si vous faites 4.pass ici, ben, vous avez le password du level 1. Fait que vous autres, ce que vous allez faire quand vous allez avoir fait un buffer overflow, vous allez avoir popé un shell sur, mettons, vous fêtez le level 1, vous allez voir les droits d'utilisateur du level 2. Fait que vous allez aller dans Home Level 2, vous allez printer le password qui se trouve dans Home Level 2, .pass. Ce password-là, ça va être le password pour se connecter en SSH avec le user level 2. Ça va vous donner le droit de voir c'est quoi le contenu
du source du level 2.c et d'avoir accès au binaire level 2 pour être capable finalement de passer au level 3 après. Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions là-dessus? Fait que j'ai presque terminé avant de vous laisser aller. Ça a été pas mal plus long que je pensais. Il y a des excuses. Ouais. Ouais, ça c'est le démo que je viens de faire, mais j'avais mis des petites couleurs avec les mémoires. Ça a quasiment été parfait que ça fonctionne. Et peut-être nous aussi, on ne voit rien là-dessus. Ah, ben, ça va être utile pour ceux qui vont vouloir s'en servir tout à fait. Donc, il y a un petit truc, ajouter un obsolète devant shellcode. La fois un peu ressemble souvent à un obsolète shellcode Red Address, mais il peut avoir plein d'autres formes que ça, c'est pas la seule. Le but, c'est d'overwriter la return address qui va pointer vers le shellcode, c'est tout. Je dis shellcode, mais c'est mieux de précéder par un obsolète. Répéter la return address à plusieurs reprises. C'est qu'au lieu de juste écrire une fois, ça répète 4, 6, 8, peu importe le nombre de fois que tu le répètes. Ta répète, ça peut être utile aussi. Éviter les bad chars. Ici, j'ai démarqué sous la forme hexadécimale. Ça, c'est le nœud caractère. Ça, c'est un tab. Ça, c'est CA, ça, c'est LF. C'est les deux caractères pour ça, c'est CA, ça, c'est LF. Je sais plus quel. Mais c'est les deux ASCII pour faire un retour à la ligne, dans le fond, Espace Center. Ça, c'est l'espace, l'ASCII 32. Puis, il y en a sûrement d'autres qu'il faut éviter. Puis, il faut les éviter dans le shellcode et aussi dans le return address. Si tu as un 0,0 dans ta return address, il faut pas oublier que la fonction string copy, tu vas l'écrire dans ta string, le 0,0. Fait que tu peux pas juste. Tu sais quoi, si t'es en 64 bits, mettons, tu peux genre. Alors, tu trouves une autre adresse ailleurs. Tu ne pourras pas avoir de 0,0 avec string copy, là, cette fonction-là. Mais si c'est une autre fonction où tu peux avoir des deux caractères, pas de problème. Mais ça dépend des. En 64 bits, les adresses de stack n'est pas forcément différent. Pardon? Les adresses de la stack sont pas en 0 en 64. Non. C'est du setup de quelque chose. J'ai pas travaillé en 64 bits, merci d'avoir fait la clarification. L'idéal, c'est de tester le shellcode avant, chose que j'ai pas faite. J'ai tellement écrit souvent que je l'ai pas testé, mais je vous ai mis dans /tools un fichier qui s'appelle tshellcode.c. Ça. C'est qu'on a si perdu du temps. Je vais faire ça, désolé. Mais vous avez tshellcode là-dedans. Ce que vous avez à faire dans ce programme-là, c'est remplacer votre shellcode par ce que vous avez. Puis vous allez le compiler avec GCC, vous l'exécutez. Puis ça va vous permettre de voir si vraiment votre shellcode en situation de programme, il va fonctionner en situation d'exploit. Sauf ça ne prendra pas en compte les bad chars ici, donc ça c'est dépendant du programme que vous exploitez. Fait que finalement, changer la rate address, rappelez-vous qu'il y aura probablement une petite différence dans l'adresse dans GDB et dans un shell normal. Fait que c'est pas mal ça. Ah, il reste ces deux-là. Vous pouvez précéder shellcode de /x cc. Ça va envoyer un sig trap au process parent, ce qui aura pour effet d'insérer un breakpoint devant le shellcode si le parent process c'est GDB. Ça va l'envoyer à bin bash si c'est ça qui est le parent process. Mais si vous êtes dans GDB, ça va vous permettre de voir si le shellcode est tablambé ou si c'est le reste de l'exploit qu'il est. Fait que dans le fond, en précédant là-dessus, vous allez avoir un breakpoint direct devant votre shellcode. Vous allez pouvoir faire next. Ben, si vous connaissez un peu GDB, vous connaissez un peu les instructions. Faire next pour voir il y a où le problème dans votre shellcode, c'est quoi qui marche pas. C'est pratique. Le set ici, si le shellcode est exécuté dans un fork, par exemple, remplacer le shellcode par l'instruction EBFE, ça signifie jump -2. Bref, ça va créer une loop infinie. Puis, bref, si tu prends une gel qui reste dans une loop infinie, ben, tu as une indication que ça veut dire que ton exploit fonctionne parce qu'il a réussi à exécuter le shellcode EBFE, mais que c'est ton shellcode qui a un problème parce que si tu fais ça avec ton shellcode puis que ça ne fonctionne pas, mais avec EBFE ça fonctionne, c'est ton shellcode qui a un problème clairement. Des questions? Ben, c'est terminé. Vous avez des infos là-dessus pour vous plugger. Si vous êtes en Windows, donnez-vous un programme pour, par exemple, sécurité ou qui. Puis, vous avez des informations à vous plugger. Si vous avez besoin d'aide, on va sur le blog à 5 minutes. On va aller bien. Ça va être
Correct. Je copier ça sur Illustrator. Oui.